À Paris, la situation politique continue à se dégrader. Le Directoire, qui siège au Palais du Luxembourg, craint d'être renversé. Et Sieyès, le plus actif des 5 directeurs, décide de prendre les devants. L'intention de Sieyès est de tenter un coup d'État légal pour réviser la Constitution. Pour cela, il a besoin d'un sabre. Sans la certitude d'avoir les armées pour soi, on ne peut rien faire. Pour le reste, Sieyès n'a pas prévu grand-chose, si ce n'est de substituer un autre nom à celui du Directoire devenu odieux, Mémoire de Talleyrand. Ce coup d'État tel que le prévoit Sieyès est un coup d'État politique dont Sieyès est le maître d'œuvre et où le sabre n'est en fait qu'un adjuvant au cas où les choses tourneraient mal. Mais le général Bonaparte n'a qu'un rôle d'appui dans ce coup d'État. Sieyès et Bonaparte passent à l'action le 9 novembre 1799, le célèbre 18 Brumaire. On partait du principe que les chambres accepteraient de se saborder et nommeraient un gouvernement provisoire chargé de repartir à zéro et de rédiger une nouvelle constitution. On pensait que les baïonnettes n'auraient jamais à être sorties des fourreaux et qu'aucun coup de feu ne serait tiré. En un mot, Sieyès et Bonaparte ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent que celui-ci leur soit offert. Et pour mener à bien leur plan, les 2 comploteurs ont un allié dans la place, le président du Conseil des 500, Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Le Conseil des Anciens, sous prétexte de l'agitation qui régnait dans Paris, transféra le corps législatif à Saint-Cloud. On se flattait par là de prévenir tout obstacle au plan concerté. La garde directoriale, une foule d'officiers généraux et de militaires de tout grade, se portèrent à Saint-Cloud. Malgré cet appareil de force, on rencontra dans le Conseil des 500 une opposition telle qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fit tout échouer. Mémoire de Talleyrand. En effet, Bonaparte a voulu pénétrer dans la salle où siège l'Assemblée. Il est pris à partie par les députés. Le désordre s'installe. Lucien se rend compte que Napoléon va rater le coche. Il s'enflamme, brandit son sabre, se dirige vers Napoléon, en appuie la pointe sur la poitrine de son frère et dit « Croyez-moi, si Napoléon avait l'intention de s'emparer du pouvoir, c'est moi-même qui transpercerai son flanc. » Ce triumvirat n'est en réalité qu'une façade. Le coup d'État de parlementaire est devenu un coup d'État militaire. Et l'homme fort qui était Sieyès ne l'est plus, c'est maintenant Bonaparte. Les choses ne vont pas traîner. Il ne faudra que quelques semaines à Bonaparte pour supplanter ses 2 collègues et faire rédiger une constitution à sa seule convenance. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul maître de la France. Il a 30 ans. La guerre a porté Bonaparte au pouvoir, et la guerre va lui permettre de s'y maintenir. Car la guerre continue. L'Angleterre et l'Autriche n'ont pas renoncé à se battre et Bonaparte doit partir retrouver les champs de bataille. Ce retour sera marqué par un magnifique coup d'éclat. Il entreprend de faire traverser les Alpes au col du Grand Saint-Bernard par son armée, 40 000 hommes, plus l'artillerie et l'intendance. Hier, au Caire, Bonaparte rêvait de reprendre le flambeau d'Alexandre. Aujourd'hui, il se glisse dans les pas d'Hannibal. 2500 mètres d'altitude. Pour traverser les Alpes, ils tiraient les affûts de canon sur des troncs d'arbres creusés comme des canoës. La route est enneigée, le col couvert de glace. Il ne faudra pourtant que 6 jours aux Français pour passer de l'autre côté des Alpes. Le matin du 14 juin, voici les Français face aux Autrichiens.
à Marengo, à moins de 100 km de Milan. Les combats sont violents. Les Français déplorent plus de 6000 tués et blessés, mais les pertes autrichiennes sont du double. La France a gagné au point. Mon pouvoir dépend de ma gloire, et ma gloire repose sur mes victoires. Bonaparte cité par Roederer. Dans les mois qui suivent, l'Autriche, puis l'Angleterre acceptent de négocier la paix. Ça fait 6 mois seulement que Bonaparte est au pouvoir. Et il y a toujours des gens en France qui ont vu passer beaucoup de régimes politiques qui duraient 1 an et qui se disent que pour l'instant Bonaparte, ça peut être quelque chose de très court. Après Marengo, ce n'est plus tout à fait la même chose. Bonaparte devient vraiment, dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion de la classe dirigeante, quelqu'un qui va durer. Bonaparte va profiter de cette embellie pour consolider son pouvoir. La Constitution est à nouveau amendée pour le nommer consul à vie. Il est temps de montrer au monde qu'on peut être un soldat et aussi un bâtisseur. Bonaparte a décidé de transformer la capitale et d'en faire, dit-il, la plus belle ville ayant jamais existé. Et il ne se contentera pas d'embellir Paris. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines, juridiques, politiques, économiques, sont d'une ampleur impressionnante. La France va complètement se réorganiser en 2 ans. Quand il prend le pouvoir en France, il arrive avec une idée complète de ce que doit être un pays moderne. Il s'intéresse aussi aux arts plastiques et à la musique. Les plus grands esprits européens, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, célèbrent la gloire du premier consul, incarnation des idéaux et des espoirs de la Révolution. Il faut comprendre le prestige de Bonaparte. Il est l'équivalent pour l'Europe de ce qu'a été Washington pour les États-Unis. Rédigé pendant le consulat, le Code civil est l'élément essentiel de la politique d'ordre et de sécurité que le premier consul veut établir. Les droits et les devoirs des citoyens, ça c'est une invention de la Révolution. Mais il n'y avait pas un texte central, il fallait que ces droits et les devoirs du citoyen donnent naissance à un grand système social, juridique, social, pour permettre à la société de fonctionner. Dès 1801, Bonaparte décide de rétablir une paix religieuse fortement troublée pendant la Révolution et il négocie et signe avec le pape un nouveau concordat. Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l'être. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Déclaration au Conseil d'État.